L'Ukraine vient de détruire quelque chose que Poutine ne pourra jamais remplacer. Dans la nuit du 7 février, des drones ukrainiens ont parcouru plus de 700 km. Jusqu'au cœur de la Russie, ils ont réduit un complexe industriel en cendres. La NASA a confirmé l'incendie. Des témoins ont filmé les explosions. Mais ce qui brûlait n'était pas du pétrole, ni des munitions. C'était quelque chose qui permettait aux missiles les plus mortels de Poutine de voler. Maintenant, la fumée noire qui s'élève de Redkino emporte avec elle la capacité de la Russie à produire ses armes. Et il n'y a rien que Poutine puisse faire pour ramener cela. Commençons par ce qui s'est passé. Selon United 24 Media, dans les premières heures du 7 février, des drones du service de sécurité de l'Ukraine ont décollé en direction de Redkino. Le village se trouve dans la région de Tver, stratégiquement situé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Poutine pensait que le village était en sécurité. Nous parlons d'une distance de 700 km de la frontière ukrainienne. Il y a plusieurs couches de territoire russe entre les deux, des défenses anti-aériennes, tout au long du trajet. Mais rien de tout cela n'a compté. Les drones ont traversé tout cela. Des habitants ont filmé le moment dans l'une des vidéos partagées sur X par United 24 Media. Vous voyez les flammes, à travers une rangée d'arbres. Il y a eu le bourdonnement des drones qui arrivaient. Il y a eu les tirs désespérés des défenses anti-aériennes russes, qui n'ont pas réussi à les abattre. Le drone atteint la cible, l'explosion est massive, l'usine de Redkino prend feu. La chaîne Telegram Astra a publié une autre vidéo montrant l'un des drones en route pour atteindre le site. Puis, est venu le détail qui confirme que l'Ukraine a touché quelque chose de critique. Des témoins sur place ont signalé une forte odeur chimique émanant de l'usine détruite. Ce n'est pas l'odeur du béton brûlé, c'est celle de la chimie industrielle. Mais ce n'était pas la seule chose qui brûlait. Cette nuit-là, alors que Redkino brûlait, la région de Briansk était frappée. Des missiles Neptune et des systèmes HIMARS ont détruit des infrastructures, des structures énergétiques dans toute la région. Dans l'épisode suivant, 7 municipalités se sont retrouvées sans électricité. Le gouverneur régional, Alexandre Bogomas, a confirmé publiquement l'attaque. C'est quelque chose de rare, très rare. La Russie nie normalement tout. Quand un gouverneur russe admet des dégâts sérieux, vous savez que la situation est pire que ce qu'il dit. Maintenant, considérez ce qui suit. Briansk partage une frontière avec les régions ukrainiennes de Soumy et Tchernihiv. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine fait ressentir aux Russes ce que cela signifie de vivre sous des bombardements constants. Mais il y a plus. Belgorod est également dans le noir. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a fait une déclaration sombre à la population. L'ennemi a bombardé la ville civile de Belgorod. Tout le monde sait que nous n'avons pas de cible militaire. Il y a eu de sérieux dégâts. C'est une déclaration malhonnête. La Russie a transformé l'énergie en cible militaire lorsqu'elle a commencé à détruire systématiquement l'infrastructure électrique ukrainienne. Maintenant, elle apprend ce que cela signifie vraiment. Et, pour la 3e fois en une semaine, Belgorod fait face à des coupures de courant généralisées. Ce n'est pas un accident isolé, c'est un schéma. Et voici le détail qui rend cela encore plus brutal. Quelques jours plus tôt, des drones ukrainiens ont frappé la centrale thermique Louch à Belgorod. Des turbines ont été détruites. Et vous savez qui les a fabriquées? La General Electric américaine? « 80 000 habitants ont perdu le chauffage et l'électricité. La température était à moins 15 degrés Celsius. Pour éviter que les canalisations ne gèlent et n'explosent, les autorités ont vidé tout le système de chauffage de la ville, tandis que le gouverneur de Belgorod parle de cibles civiles.
Des milliers de Russes grelottent de froid parce que leur gouvernement a décidé de transformer l'énergie en arme de guerre. L'ironie est grande, l'ampleur de cette attaque est impressionnante. La même nuit, le dépôt de pétrole de Balakov, à Saratov, a été frappé par des drones ukrainiens. Ce dépôt fournissait du carburant aux unités blindées russes. Maintenant, il y a des incendies dans 4 régions différentes, plusieurs cibles stratégiques, une seule opération coordonnée. Mais parmi toutes ces cibles, Redkino est différente. Redkino est le plus grand prix. Le site officiel de l'entreprise indique que c'est un fabricant de produits chimiques uniques pour les industries aérospatiales et spatiales, depuis plusieurs décennies. Maintenant, le plus important ici ce sont les mots « plusieurs décennies » et « unique ». Parce que cela montre que cette usine existe depuis aussi longtemps que Poutine est au pouvoir, et que ce qu'elle produit ne peut être trouvé nulle part ailleurs en Russie. Peu de gens le savent, mais Redkino fabrique le Desilan M, un carburant synthétique à haute densité conçu spécifiquement pour les missiles de croisière à longue portée. Nous parlons de missiles comme le Kh-55, le Kh-101, le Kh-555 et les missiles calibre lancés depuis la mer. Sans le Desilan M, ces missiles ne volent pas. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, la seule source de ce carburant est en train de brûler. Savez-vous pourquoi ce carburant compte tant pour les Russes ? Parce qu'il reste liquide à des températures inférieures à moins 50 degrés Celsius. Et c'est essentiel. La raison est simple. Ces missiles volent à des altitudes extrêmement élevées, sur de longues distances. Dans ces conditions, un carburant ordinaire gèlerait, le moteur tomberait en panne, le missile tomberait du ciel. Mais le Desilan M continue de circuler, même lorsque le bombardier Tu-95 MS ou Tu-160 lance le missile à 12 000 mètres d'altitude. La Russie a mis des décennies à maîtriser cette ingénierie, l'Ukraine a tout détruit en une nuit. Et chaque missile Kh-101 nécessite environ 1,5 tonne de Desilan M. Et il y a un détail important ici. La synthèse de ce carburant dépend d'équipements très spécifiques. Selon les enquêtes, cette usine que l'Ukraine a attaquée utilisait des équipements fabriqués par l'entreprise américaine Ecolab, en particulier la résine Purolite, CT-175. La Russie a essayé de remplacer par des alternatives locales, mais les Russes eux-mêmes admettent que ces substitutions sont nettement moins efficaces. Et il y a un problème encore plus grave pour eux. Ces réacteurs sont uniques, faits sur mesure, selon des sources. Fabriquer et installer de nouveaux réacteurs comme celui-ci prend de 6 à 12 mois dans des conditions normales. Mais ce ne sont pas des conditions normales. L'installation de Redkino est déjà sous sanction du Royaume-Uni et des États-Unis. Les composants occidentaux nécessaires à la construction de ces réacteurs sont totalement bloqués. Poutine peut certes avoir accès à la technologie chinoise ou nord-coréenne, mais remplacer des décennies de dépendance à l'égard d'équipements occidentaux de précision, cela ne se fait pas. Du jour au lendemain, l'Ukraine a détruit en quelques heures ce qu'il faudrait 1 an pour reconstruire. Et chaque jour sans production de Desilan M est un jour sans nouveaux missiles prêts à être lancés. Tu te souviens qu'on a mentionné le Kh-101 ? Revenons à ce missile, car c'est l'arme que la Russie utilise pour terroriser les villes ukrainiennes. En juillet 2024, un Kh-101 a frappé l'hôpital pour enfants Okhmadit, le plus grand hôpital pédiatrique d'Ukraine. Des enfants blessés, des médecins courant dans des couloirs couverts de décombres. C'était l'un des moments les plus choquants de la guerre, et ce missile en particulier nous révèle quelque chose de crucial sur la chaîne d'approvisionnement de la Russie. Damien Splitters, de Conflict Armaments Research, une organisation d'enquête basée au Royaume-Uni, a examiné les débris. Le missile a été fabriqué au 2e trimestre de 2024. Entre le 1er avril et le 30 juin. L'attaque a eu lieu le 8 juillet. Faites le calcul. Le missile a été produit entre 8 jours et 12 semaines avant d'être lancé. Le New York Times a documenté cela en août 2024, utilisant l'expression « au jour le jour » pour décrire cette situation. En d'autres termes,
Ce qu'ils veulent dire, c'est que la Russie n'a clairement pas de stock stratégique. Elle produit, approvisionne et utilise immédiatement. Et savoir cela change tout. Si la Russie avait des entrepôts pleins de missiles et de carburant, détruire Redkino ne serait qu'un inconvénient, une interruption temporaire. Mais ils n'ont pas d'entrepôt plein. La production alimente directement la consommation, la production. Et vous arrêtez les attaques? Pas dans 6 mois, pas dans 3 mois. Maintenant. Et voici l'ironie brutale. La Russie paie le prix de sa propre stratégie. Pendant des mois, Poutine a méthodiquement bombardé l'infrastructure énergétique ukrainienne. En janvier 2026, à elle seule, la Russie a lancé 158 missiles de différents types sur l'Ukraine, soit une moyenne de 5 missiles par jour. En décembre, le Centre d'analyse de la politique européenne a documenté que toutes les 15 centrales thermiques d'Ukraine ont été endommagées ou détruites. Le 25 novembre, des coupures de courant simultanées ont frappé Kiev, laissant 40 000 personnes sans électricité. À Dnipro, il y en avait 21 000. À Odessa, 20 000. Poutine a tenté de briser la volonté ukrainienne en attaquant son énergie. L'Ukraine a répondu en attaquant la capacité de la Russie à fabriquer les armes qui réalisent ces attaques. Poutine a choisi les règles du jeu et maintenant il découvre que l'Ukraine joue mieux. Le président Volodymyr Zelensky l'a expliqué directement le 8 février. Lorsqu'on lui a demandé si l'Ukraine avait les ressources pour attaquer l'énergie au lieu de viser uniquement des cibles militaires, il a répondu « Nous n'avons pas besoin de choisir entre frapper des cibles militaires ou des infrastructures énergétiques. Il vend cette énergie. Poutine vend du pétrole, donc c'est soit une cible énergétique, soit une cible militaire. Honnêtement, c'est la même chose, il vend du pétrole, prend l'argent, investit dans des armes et utilise ces armes pour tuer des Ukrainiens. Cette déclaration montre que, pour la Russie, l'énergie est une capacité militaire, l'infrastructure industrielle est une capacité militaire. Et Reditchino, eh bien, c'était une capacité militaire, mais Reditchino produisait plus que simplement du carburant. L'usine fabriquait aussi du carbure de silicium, utilisé dans les matériaux composites pour les fuselages d'avions et de missiles. Nitrure de bore, un revêtement céramique qui protège les composants des moteurs contre la corrosion à haute température, des émaux résistants à la chaleur pour les fusées. Poutine a construit une installation de chaîne d'approvisionnement intégrée. L'Ukraine a tout détruit d'un seul coup. Vous ne perdez pas seulement le carburant, vous perdez plusieurs composants critiques pour de multiples plateformes d'armes, et la Russie le sait. C'est pourquoi le ministère russe de la Défense a publié une déclaration disant simplement que ses défenses aériennes avaient détruit 4 drones ukrainiens, dans la nuit du 7 février. 4 drones, sans mention de Reditchino, sans mention de dégâts, mais, comme nous l'avons dit au début, les images satellites de la NASA montrent des incendies actifs aux coordonnées de l'usine. Les vidéos montrent des explosions. Les témoins rapportent une odeur chimique. La Russie peut nier, mais la preuve visible depuis l'espace ne ment pas. Comme vous pouvez le voir, sans le carburant de Sealing, Monsieur Poutine n'a plus de quoi alimenter plusieurs de ses missiles. Sans missiles, comme le KH-101, la Russie perd l'un de ses principaux outils d'attaque. De précision à longue portée. Le KH-101 a une portée déclarée allant jusqu'à 4500 km et une précision de 10 à 20 mètres. La Russie a même développé une version à double ogive en 2024, 2 fois plus létale. Ces armes étaient fondamentales pour la stratégie russe. Maintenant, la chaîne de production est gravement compromise, peut-être de façon permanente. Maintenant, savez-vous ce qui est le plus génial derrière cette attaque? Regardez. Le taux de réussite de la défense aérienne ukrainienne varie en octobre 2025. La Russie a lancé 270 missiles, l'Ukraine en a abattu 146, un taux de réussite de 54%. C'est impressionnant, mais cela signifie quand même que 124 missiles ont atteint leur cible. Poutine a préféré que l'Ukraine dépense des ressources à intercepter dans les airs. L'Ukraine a donc décidé de détruire l'usine, de couper le mal à la racine. Et ce n'est que le début.
5 jours plus tard, le 12 février, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole d'Oukhta, dans la République de Komi, à 1750 km de la frontière ukrainienne. C'est un nouveau record. La raffinerie traite 4,2 millions de tonnes de pétrole par an et fournit du carburant au groupe de forces du nord de la Russie. Vladimir Poutine pensait que l'Arctique était en sécurité. Il avait tort. Le message est clair. Aucune installation industrielle russe n'est hors de portée, de Belgorod, à la frontière, jusqu'à l'Arctique russe. L'Ukraine peut frapper n'importe quoi. Maintenant, savez-vous pourquoi l'Ukraine a décidé de mener cette attaque ? La réponse à cette question est révélatrice. Le 9 janvier 2026, la Russie a lancé une attaque massive contre l'Ukraine, utilisant un missile balistique à portée intermédiaire Oreshnik, capable de transporter des ogives nucléaires. La cible était une infrastructure critique près de Lviv. Le Kremlin a présenté cela comme une vengeance pour une prétendue attaque ukrainienne contre la résidence de Poutine à Valdaï. Poutine voulait intimider, voulait montrer sa force, voulait que l'Ukraine recule, mais l'intimidation n'a pas fonctionné, l'Ukraine n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a intensifié l'attaque sur Redkino. C'était la réponse à Oreshnik. Poutine a exhibé des armes nucléaires. L'Ukraine a détruit l'usine des armes conventionnelles, qu'il utilise réellement. Poutine a joué aux échecs en attaquant les civils et les infrastructures ukrainiens. L'Ukraine a répondu en renversant l'échiquier et en incendiant l'usine où les pièces sont fabriquées. Et maintenant, la Russie fait face à une vérité inconfortable, car la distance n'est plus une protection, la profondeur territoriale n'est plus une sécurité. Et certaines choses, une fois détruites, ne fonctionnent tout simplement plus jamais comme avant. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que la Russie peut se remettre de la perte de Redkino ? Répondez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment sur la portée et la stratégie de l'Ukraine, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. À la prochaine vidéo.